rétablir, en fait, ce que je défends, c'est le fait que aujourd'hui, à cause de la crise du modèle néolibéral que nous vivons actuellement, on nous trouvons dans une situation que j'appelle de post-démocratie. Par là, j'entends le fait que les valeurs principales de la démocratie, qui sont enfin l'égalité et la souveraineté populaire, ont été mises de côté. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est retrouver, rétablir, si vous voulez, ces valeurs de liberté, d'égalité et de souveraineté populaire. Donc, je crois que si on veut apporter une solution à cette crise de la démocratie, c'est de ce côté-là qu'il faut voir, penser quels sont d'abord, je dirais fondamentalement, je ne vois pas de possibilité de résoudre le problème si on ne met pas en question le modèle néolibéral, hein, parce que je crois que vraiment ce qui est à l'origine de tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est le modèle néolibéral qui est en crise, hein. Et je ne pense pas que, malheureusement, on voit beaucoup de tentatives de maintenir ce modèle et de critiquer, de rejeter comme étant populiste tous ceux qui le mettent en question. Mais je crois que justement ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir comment on peut récupérer, moi je parle de récupérer la démocratie, parce qu'aujourd'hui dans la situation post-démocratique, les valeurs démocratiques ont été vraiment évacuées. Et bon, mais pas simplement pour récupérer, pour revenir à ce que nous avions avant, mais aussi évidemment pour les radicaliser et avoir une société où on va approfondir les valeurs démocratiques. La crise de la démocratie dans nos sociétés occidentales, c'est dû aux conséquences du néolibéralisme et de cette situation que j'appelle de post-démocratie, qui a été la conséquence de 30 ans d'hégémonie néolibérale. Alors, cette hégémonie est aujourd'hui en crise. Mais quand je parle de crise de l'hégémonie libérale, je ne veux pas dire nécessairement qu'on est au bord d'une crise catastrophique économique, hein. Je veux dire, c'est l'hégémonie néolibérale. C'est-à-dire, c'est le fait que, et en fait, c'est uniquement à partir de l'année 2008, avec la crise de 2008, que l'idée que ce modèle de capitalisme anglo-saxon, la fameuse fin de l'histoire de Fukuyama, pendant un certain temps, on a eu l'idée que, surtout après le collapse du communisme, maintenant on a trouvé la façon idéale de résoudre les problèmes. Bon. Et c'est une idée qui a tout de même été assez dominante pendant un certain temps. Je crois qu'elle est vraiment entrée en crise, elle s'est effondrée avec la crise de 2008, parce que là, on a commencé à se rendre compte que ce système de capitalisme néolibéral, c'était pas quelque chose qui allait nous apporter la solution. Donc, alors, on est dans une conjoncture très particulière, je crois, qui ouvre justement des possibilités, parce que cette crise qui vient du fait de ce que j'appelle le moment, qui se traduit, si vous voulez, par le moment populiste, parce que nous voyons une série de résistances qui s'expriment, qui mettent en question le modèle néolibéral. Mais ces résistances, elles peuvent être articulées de manière très différente. Elles peuvent être articulées à travers un populisme de droite, ou alors, moi ce que je défends, c'est le populisme de gauche. Donc, si vous voulez, je crois que et ce populisme de gauche, bien entendu, défend un modèle de radicalisation de la démocratie, implique justement d'abandonner le système néolibéral, de développer, de trouver des formes où on va parvenir au niveau économique à rétablir un contrôle démocratique, lutter par exemple contre ce que j'appelle l'oligarchisation de la société, qui a été la conséquence de la domination du capitalisme financier. Voilà, c'est ça, à mon avis, qui est vraiment en question.
Ce qui se passe en Grande-Bretagne, par exemple, avec le mouvement de Jeremy Corbyn est extrêmement intéressant. Parce que là, c'est le parti travailliste a réussi à se transformer profondément, à rompre avec la conception blairiste de la troisième voie, à mettre en question le modèle néolibéral. Donc, c'est le programme de Corbyn. Hein, et, par exemple, ils sont déjà en train d'imaginer, parce que, bon, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer en Grande-Bretagne pour le moment, parce que avec l'histoire du Brexit, c'est un chaos total. Mais si, par exemple, le Parti laboriste, avec Jeremy Corbyn à sa tête, parvenait à arriver au pouvoir, par exemple, ils sont déjà en train, John McDonnell, qui est chargé, enfin, chancelier de l'échiquier, donc qui est chargé de l'économie, a déjà tout un programme de voir comment on pourrait démocratiser les rapports économiques. Hein. Donc, établir le début d'un modèle qui soit un modèle alternatif au modèle néolibéral. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois, si vous voulez, la solution à la crise de la démocratie. Le mouvement, de certaine façon, c'est une taxe supérieure qui était en principe, disons, pour la transition écologique. Alors ça, c'est évidemment complètement hypocrite, parce que mais alors, comme ils ont mis ça en question, donc sur le prix de l'essence, on leur a dit, ah non, mais vous êtes contre l'écologie. Et ils ont dit, mais non, pas du tout, pas question. Ce qu'on est contre, c'est le fait que ce soit nous qui soyons obligés de fournir, alors que les GAFA et des grandes entreprises ne payent pas. Voilà. Donc là c'est de dire, écoutez, un peu d'égalité, de justice. Voilà. Là, il y a tout de même une poussée très forte de la part si vous voulez, des mouvements, pas uniquement de gauche d'ailleurs, hein, de dire non, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, il faut contrôler les GAFA. Bon, contrôler déjà au niveau... Et aussi, par exemple, pour moi, il y a une chose qui est très importante, parce qu'on parle des GAFA, mais il y a aussi tout de même la presse, hein, je veux dire, la presse qui est contrôlée par des pouvoirs financiers. Par exemple, il y a quelques propositions qui sont en train d'être faites. Par exemple, je voyais qu'aux États-Unis, je trouve que, bon, Alexandria Ocasio-Cortez, ils sont conscients du fait qu'il n'est pas normal que la presse soit contrôlée par des empires financiers. Et qu'il faudrait, par exemple, il y a des propositions de dire que des journaux ne pourraient pas être contrôlés par des entreprises financières. Donc là, je crois qu'il y a tout un terrain qui ne va pas être facile, bien entendu, mais en tout cas, on voit un peu la voie pour laquelle on pourrait commencer à lutter contre ça. Je veux dire. Et là, c'est pour ça que je vous dis mon optimisme de la volonté. On voit ce qu'on pourrait faire. Alors, c'est une lutte qui va être très dure. Mais il est évident qu'il faut lutter à ce niveau-là. Ça, il n'y a pas de doute pour moi. There are two things from which I would differentiate just right-wing populism from left-wing populism, precisely according to the question that you pose. First, the composition of the people. I mean, that is clear for me, because the right-wing populism, one of the elements that differentiate right-wing populism is the fact that they construct the people that exclude the immigrants. You know, that's absolutely, we see that in all countries. You know, and it's alors it's interesting to see, because right-wing populism, in fact, they want to recover democracy. They struggle against post-democracy, but they want to recover democracy to restrict it. You know, for instance, Marine Le Pen clearly. She wants to les Français de souche, the true national, those are what constitute the people. You know, it's a people which is restricted to. It's a nationalistic construction of the people, and it's also
done, si vous voulez, in some kind of xenophobic language. So this is particular of right-wing populism. While left populism, and if we think again the case of France, for Jean-Luc Mélenchon and La France Insoumise, immigrants are part of the people. So that's something which is important difference. The other difference, so that's the horizontal composition of the people, if you want. Then the question of verticality. Well, that's a bit more complicated because, well, in principle, there should be a big difference in the sense that the way in which the relation of the leader to the people in right-wing populism is always a very authoritarian form. No? Is something that the leader is very much from top to bottom. Left populism supposes that the relation between the people and the leader is not an authoritarian one. It's more an emanation. You start from the bottom and then you have. But to be absolutely honest, one must recognize it's not always the case. We also find form of left-wing populism in which the relation between the leader and the people is rather of an authoritarian type.